Le débat de ça vous regarde après des années de polémique et de débat. Eh bien, le mariage homosexuel va devenir une réalité. On en parle ce soir. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, confirmé par la ministre déléguée à la famille. C'était à l'occasion de la Gay Pride, 10e édition de cette Gay Pride. Une Gay Pride pas comme les autres. Évidemment, on va revenir. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les couples homosexuels? Est-ce que c'est une réforme symbolique ou une véritable réforme de fond? Mes invités sont là. Je suis ravi de les accueillir sur ce plateau parce que derrière le mariage, il y a évidemment la question de l'adoption. Autre sujet important, de la question de l'homoparentalité, la question de la filiation. On va en parler dans quelques instants. Tout sera voté, si tout va bien, en 2013. C'est ce qu'a indiqué Jean-Marc Ayrault. À suivre donc, évidemment, sujet important. 4 invités m'ont rejoint. Annick Le Petit, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Réélu, député socialiste de Paris. Cette question vous intéresse. J'ai vu que vous aviez réagi au moment où l'ancien député Van Est avait parlé de la déportation des homosexuels, en contestant d'ailleurs cette déportation. Vous aviez réagi sur cette question, puis vous avez posé une question au gouvernement sur ce sujet. Merci en tout cas d'être sur ce plateau. À vos côtés, Emmanuel Blanc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Gay Libre, qui est un mouvement qui est rattaché à l'UMP. Associé, oui. Associé, parce qu'il y a toujours un débat sémantique. Vous étiez très en colère sur ce plateau il y a quelques semaines, très remonté contre Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle, et vous me disiez en préparant l'émission, ça n'a pas changé. Je suis toujours très en colère concernant la position de l'UMP sur ces questions mariage et adoption. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous, Alain Escada, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du mouvement Civitas. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, le Civitas, c'était ceux qui manifestaient sur la place du Châtelet contre une pièce de théâtre. Vous étiez là tous les soirs, tous les jours, pour dénoncer cette pièce qui s'appelait Golgotha Picnic. Vous êtes belge, vous êtes un mouvement, alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais un mouvement intégriste catholique, en tout cas un lobby catholique. Intégriste n'est pas le mot que je choisirais, mais nous sommes un mouvement catholique qui incarnons une fidélité à la doctrine traditionnelle de l'Église. Doctrine traditionnelle, et vous lancez une série d'autocollants, alors j'imagine que ça va faire grincer des dents, une campagne d'autocollants contre le mariage homosexuel, avec une série de visuels, des autocollants, on les verra dans quelques instants. En tout cas, on écoutera votre position sur le choix qu'a fait la France, puisque la France s'est engagée à reconnaître le mariage pour les couples du même sexe. Merci d'être là. Puis à vos côtés, Serge Portelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du tribunal de grande instance, auteur de plusieurs ouvrages, très engagé sur les questions de délinquance des mineurs, et engagé sur cette question à travers ce livre, Désir de famille, homosexualité, parentalité, homoparentalité, vraie question et faux débat. C'est un livre foisonnant qui a été coécrit avec Clélia Richard, qui est une avocate, je crois. Sujet intéressant parce que c'est à la fois un sujet théorique et vous le traitez de manière concrète en donnant la parole aux couples, théorique et concret, mais aussi aux enfants, ce qui est intéressant. Que vivent-ils? Comment ça se passe dans une famille? Parce qu'il y a beaucoup de débats. Ces enfants seraient perturbés, dit-on, on y reviendra. Vous leur donnez la parole dans ce livre. Merci d'être là. Puis on se souvient des échanges qui avaient été un peu tendus avec Nicolas Sarkozy, par presse interposée sur les questions de délinquance. Il n'y a pas que vous, en effet. Retour en image, parce que c'était une Gay Pride, je ne disais pas comme les autres, c'est la 10e édition. Et il y avait la ministre déléguée à la famille en tête de cortège. C'est assez rare pour le signaler. Elle a fait des annonces concrètes, justement. Ça s'est passé ce jour-là à Paris, à l'occasion de cette Gay Pride. Regardez ce reportage, ce sujet réalisé par Valérie Brochard. Elle était là, elle aussi. Les mêmes slogans, les mêmes sourires, mais cette année, les parrains de la Gay Pride se sentent plus motivés que jamais. Marchons ensemble pour la parité et l'égalité. Le changement n'attend plus et les quelques 500 000 marcheurs qui déambulaient en musique de Montparnasse à Bastille ont hâte de voir enfin les paroles politiques passer aux actes. Au premier semestre 2013, le droit au mariage et à l'adoption sera ouvert à tous les couples sans discrimination. Dominique Bertinotti faisait également partie du cortège. Quelques jours plus tôt, la ministre déléguée à la famille donnait déjà son avis sur la question. Vous savez, moi je suis dans un arrondissement où les familles homoparentales sont une réalité. Et on voit souvent ces familles homoparentales qui ont encore cette difficulté à pouvoir simplement dire ce qu'elles vivent. Il y a souvent beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et je ne vois pas pourquoi il y aurait encore des discriminations en la matière. Des signaux bien reçus par les organisateurs et parrains de la marche.
Je pense qu'avec l'élection présidentielle, le nouveau gouvernement, c'est le moment que les choses changent vraiment et que les droits qui devraient être acquis depuis un moment pour les homosexuels, les trans, soient reconnus. Il y a eu une alternance politique, certes, mais y compris un fort renouvellement générationnel à l'Assemblée nationale qui nous laisse penser que dans les prochains mois, en tout cas, on pourra très rapidement avancer vers des lois en faveur de l'évolution des droits. Les dernières élections ont fait naître de nouveaux espoirs. L'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples homosexuels, c'était l'engagement numéro 31 de François Hollande. Alors l'édition 2012 de la Marche des Fiertés avait, plus que les années précédentes, une bonne raison de faire la fête. Le combat pour l'égalité est certainement dans sa dernière ligne droite. Alors, le sondage JDD.fr, vous n'aurez pas la petite animation, mais je vous le situe parce que c'est intéressant. Êtes-vous favorable au mariage homosexuel? 1024 votants, c'est pas un sondage, c'est des gens qui votent sur le site librement. 50% disent non et 50% disent oui, favorable au mariage, et 50% n'y sont pas favorables. Avant de débattre, parce que là il s'est passé plein de choses, c'était une gay pride pas comme les autres, juste Alain Escada, quand vous voyez la ministre, vous qui êtes belge, est-ce que vous dites finalement que votre combat n'est pas perdu, puisqu'après tout la France reconnaît ce mariage, parle d'homoparentalité, va autoriser l'adoption? Est-ce que votre combat n'est pas perdu puisque la ministre, puisque le Premier ministre et puisque la moitié des internautes du JDD y sont favorables? Non, absolument pas. Il faut distinguer bien sûr les Français de la représentation gouvernementale ou même de celle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Momentanément, la gauche a gagné et est maître de toutes les assemblées, Assemblée nationale, députés, oui, Sénat, conseils régionaux. Ceci dit, je ne pense pas, et je m'inscris en faux vis-à-vis de certains sondages, que les Français soient majoritairement favorables au mariage homosexuel. Et plus d'un sondage va d'ailleurs à contre-courant, celui de JDD que vous avez souligné, un vote est à 50-50, BFM TV... BVA, 63% des Français, ils sont favorables. Serge Portelli, vous n'êtes pas d'accord? Déjà, d'entrée de jeu, vous n'êtes pas d'accord? Voilà. Oui, enfin, je suis pas d'accord. Je suis juste d'accord avec... Non, mais il y a des sondages qui existent depuis très très longtemps. Vous savez, en Belgique, je ne peux pas vous dire, mais en France, oui, ça fait au moins 30 à 40 ans qu'on sonde régulièrement les Français, en leur posant d'ailleurs des questions qui diffèrent un petit peu suivant les époques, et on leur demande s'ils sont favorables ou pas au mariage homosexuel et ensuite à l'adoption. Donc il y a eu une évolution des sondages, il y a une histoire de ces sondages, oui, vous ne pouvez pas le méconnaître. Non, non. Bon. Et donc, mais vous qui savez, est lié aussi à un matraquage intellectuel. À ce moment-là, attaquez-vous aux instituts de sondage, mais en dernière évolution, ce que je vous dis, et ça c'est une information que personne ne peut discuter, c'est que 63% des Français sont aujourd'hui favorables au mariage des couples homosexuels et que vous avez entre 56 et 57% de Français sondés qui sont favorables à l'adoption par les couples homosexuels. Alors ça, c'est pas juste un sondage qui arrive comme ça aujourd'hui, le JDD ou autre chose. C'est une longue évolution et qui correspond pas simplement à l'évolution des médias, mais à une évolution profonde de la société française. C'est ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault d'ailleurs dans l'hémicycle. Annick Le Petit, comment vous regardez cette question et le... Au-delà des sondages, parce qu'il y a les sondages, c'est vrai, puis il y a la démocratie avec les élections. Et donc les Français ont voté en toute connaissance de cause pour une majorité qui a présenté d'abord François Hollande lorsqu'il était candidat, puis ensuite au moment des élections législatives, qui a présenté comme un des engagements le mariage et l'adoption pour tous. Alors c'était l'engagement 31. Donc ça, vous ne pouvez pas le nier. Après, on peut discuter sur les sondages, mais en tout cas, il y a une majorité sur un projet et dans ce projet, et il applique ses propositions. D'ailleurs, il n'appliquerait pas ses propositions que nous serions tous fâchés qu'il ne le fasse pas. Donc là, ce serait quand même un comble qu'on lui reproche d'appliquer ses propositions. Quand même qu'il est peu probable que l'essentiel des électeurs socialistes se soit avant tout prononcé sur ce point 31 du programme de François Hollande. Mais un projet, c'est global. Il y a 60 engagements, donc 60 points. Celui-là en fait partie. François Hollande, à plusieurs reprises d'ailleurs, en a parlé, que ce soit à l'occasion d'interviews ou de réunions publiques. Ça a été aussi le cas pour tous les candidats socialistes, et même au-delà d'ailleurs des candidats socialistes. Et vous le savez aussi, au sein même de la droite, mais je pense que l'association Gay-Lib est mieux placée que moi encore pour le dire, il y a aussi un certain nombre de représentants et même de groupes parlementaires qui sont favorables. Un petit Tant mot. mieux d'ailleurs, ça veut dire que les esprits avancent. Emmanuel Blanc, juste, vous avez décidé ce soir, je ne sais pas, sur ce plateau, de nous dire que vous
vous allez quitter l'UMP parce que vous étiez en rupture totale avec les positions de l'UMP sur la question du mariage et de l'adoption, ou est-ce que vous continuez à dire, nous on reste à l'UMP pour faire bouger les lignes? Parce que ça me semble compliqué, vu la position actuelle de l'UMP sur ce sujet. C'est compliqué, mais moi, l'UMP, c'est mon parti depuis toujours, depuis bien avant Nicolas Sarkozy, et ça restera après Nicolas Sarkozy. L'UMP, c'est mes valeurs. Mes valeurs, c'est quoi? C'est la responsabilité, la liberté, la valeur travail, auquel nous croyons. Mais c'est la gauche qui réforme dans votre sens. Oui, sur ce point-là en particulier. Mais néanmoins, je tiens à dire quelque chose de très important. À l'UMP, on croit aussi, nous croyons en la famille. Et pour moi, la famille, c'est aussi une valeur de droite, partagée par tous les Français, mais c'est notamment une valeur que nous défendons. Et la famille est un bien pour tous, pas que pour les hétérosexuels, pour les homosexuels, pour les hétérosexuels, pour tous les Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine. La famille est un bien pour tous, et c'est au nom des valeurs de droite que je me bats pour la famille pour toutes les familles. Pour toutes les familles. La famille pour tous, c'est ce qu'a dit la ministre d'ailleurs. Et ce n'est pas à moi de dire ça c'est une famille, ça n'est pas une famille. La famille uniquement réservée à la droite. Non, nous sommes aussi pour la famille ou les familles. Je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs l'évolution de la famille et des familles. Ce choix d'autoriser, de légaliser, de permettre. Est-ce que c'est une mesure de gauche? Ce qui est une mesure de gauche, c'est tout simplement la générosité qui est d'inclure tout le monde, de donner le même droit à chacun plutôt que d'exclure. Ça, sans doute, c'est une valeur de gauche et je suis très fière de la porter. Alain Scada, puis notre internaute. Mais encore une fois, quand on voit les débats qu'il y a pu avoir à l'occasion du Pacs, moi je n'étais pas députée à l'époque. Aujourd'hui, on voit bien que l'écrasante majorité et Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était président de la République, Jacques Chirac aussi d'ailleurs l'a fait, se sont quasiment appropriés le Pacs. Donc je me dis que, encore une fois, les choses avancent et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Vous avez beaucoup de conservateurs et d'hommes politiques de droite qui sont pour le mariage homosexuel, pour l'adoption par les couples homosexuels. Et à l'inverse, vous avez des gens de gauche qui sont contre le mariage homosexuel. Mais si vous allez de l'autre côté de la Manche, on ne va pas aller en Belgique, on va aller en Angleterre. On traverse directement. On traverse directement. Vous avez David Cameron quand même, qui est quand même conservateur, qui dit « Mais moi, je suis pour le mariage gay parce que je suis conservateur. » Voilà. C'est un peu ce qu'on entend avec Emmanuel Blanc, qui dit « Après tout, je suis de droite, j'ai ces valeurs, mais en même temps, je défends. » Ça représente quoi pour vous, ce mariage? Parce que quand je préparais l'émission, je me disais, tiens, est-ce que c'est pas un peu comme quand en 81 on a aboli la peine de mort? Est-ce que vous le compareriez ou pas? Est-ce que c'est du même niveau dans la symbolique ou est-ce que c'est autre chose, Serge Portelli, Emmanuel Blanc? Très 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 fortement symbolique parce que moi je comparerais pas ça. Je vais peut-être encore vous choquer, mais c'est pas l'abolition de la peine de mort, c'est pas comparable, mais c'est une forme d'apartheid. Voilà, les homosexuels sont en butte depuis des siècles et des siècles, je veux dire, à des ségrégations, à des actes de violence, à des actes de répression. Encore aujourd'hui. Il ne faut pas, évidemment, aujourd'hui, l'homophobie... Vous allez répondre, Alain Scada, voilà. parce que je vois sourire. Depuis quelque temps, depuis quelques décennies, effectivement, on reconnaît aux homosexuels, j'allais dire simplement, le droit d'exister. Ils ne sont ni des délinquants, ni des criminels, ni des fous, ni des pervers. Oui, voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Malheureusement, certains pans de la droite et des milieux conservateurs, certains ne sont pas encore totalement convaincus par ça. Mais vous avez effectivement à droite beaucoup de députés de l'UMP, vous avez des think tanks tels que Fondapol quand même, Fondation pour l'innovation politique. Vraiment un groupe très intelligent, enfin qui avait fait 12 propositions pour Nicolas Sarkozy. Dominique Régnier. Vous l'avez pas vu? Si, mais je ne suis pas convaincu. Et puis vous avez plein de chrétiens. Oui, mais plein de chrétiens qui sont... Alain Scada, vous êtes convaincu parce que Serge Portelli? Parce que ce que j'entends, c'est que les choses avancent considérablement. Ce que je trouve fabuleux, c'est que quand on entend tous les interlocuteurs, tout le monde ici est pour la famille. Sauf que la définition même de la famille n'est plus du tout la même entre les différents intervenants. Que l'on cesse de galvauder le mot famille. Ensuite, on parle évidemment du sort lourd à porter des homosexuels en France. C'est de nouveau la victimisation qui sert à obtenir des Français une sensiblerie destinée à faciliter le passage en force d'une loi en faveur du mariage homosexuel. Mais vous savez, il y a des tas d'hétérosexuels qui se font agresser aussi. Hein.
Parce qu'ils sont hétérosexuels, c'est nouveau. Non, mais écoutez, c'est quand même hallucinant aujourd'hui de forcer le trait en faveur d'un communautarisme pour, à travers une victimisation, obtenir de la sorte... Non. Le communautarisme homosexuel est aujourd'hui bien présent, que ce soit en France... Et est-ce qu'il n'y a pas un communautarisme chrétien mené par Civitas? Mais plus vous l'interdirez, et plus vous en ferez un communautarisme. Alors, donc vous plaidez totalement en contradiction avec ce que vous dites. Les conséquences aujourd'hui aux États-Unis de la loi sur l'adoption des enfants par les duos homosexuels. Vous savez la conséquence aux États-Unis? Prenez les exemples européens, aux États-Unis, c'est qu'on est déjà arrivé à ce que des écoles réservées aux enfants de duos homosexuels soient ouvertes. Voilà l'aboutissement de ce communautarisme. Que des écoles soient réservées aux enfants de duos homosexuels. Alors, je vais vous présenter. Regardez, il y a Alexandre. Je vois qu'il bout sous son casque. Alexandre, je vous salue. Je suis ravi de vous voir. Vous êtes une sentinelle citoyenne, donc connectée en direct avec nous. Juste votre intervention, votre petit mot. Moi, je voulais vous dire, on a un petit souci technique. On verra pas les petits autocollants que vous distribuez, mais c'est vraiment dommage. Ils sont en tout cas. Confieriez-vous vos enfants à ces personnes? On voit un couple gay, voilà, une photo, j'imagine, issue de la Gay Pride, et puis un autre, mariage homosexuel, la polygamie, ça c'est un deuxième autocollant que vous allez distribuer aux Parisiens et aux Français. Alexandre, ça vous dit quelque chose? Vous êtes allé voir le site de Civitas pour voir la couleur des autocollants et leurs slogans. Ça vous choque? Comment vous regardez ces slogans? Non. Moi, honnêtement, vous le savez, je suis vice-président du comité IDAO qui organise la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Moi, par rapport à ce que me dit M. Escada, actuellement, je suis en grève de la faim parce qu'on a été reçu le 10 mai dernier, rue Ségur, par M. Hollande, qui devait porter une résolution pour la dépénalisation mondiale de l'homosexualité. Quand j'entends M. Escada, je suis outré. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'on fait du communautarisme. Vous savez, nous, on a 80 pays, Monsieur Escada, qui condamnent le simple fait de son orientation sentimentale à des peines de prison allant de 1 an à perpétuité, encore aujourd'hui. On a 7 pays qui nous condamnent à mort. Donc si vous appelez ça du communautarisme, c'est votre problème. Maintenant, je vais vous dire, moi je parlais il n'y a pas longtemps avec une personne de confession juive et qui me disait, vous, votre Shoah, elle est permanente. Il faut savoir ce que veut dire le mot Shoah. Le mot Shoah veut dire catastrophe. Et oui, aujourd'hui encore, les homosexuels, on a 80 pays qui nous condamnent à des peines de prison et 7 qui nous condamnent à des peines de mort. S'il n'y a pas des gens comme nous pour se battre, et s'il n'y avait pas eu des gens comme nous pour se battre contre ce que faisaient les nazis, malheureusement, où en serions-nous aujourd'hui? Donc nous, on a encore le droit de se battre par rapport à ça. Et l'homophobie, comme on dit, on va vous laisser, Alexandre. Monsieur dire c'est le communautarisme. Non, mais on s'en va, Alexandre, on vous laisse. Vous avez l'antenne? Non, mais Alexandre, juste une question, parce que là, vous avez une députée socialiste et vous dites que vous êtes en grève de la faim, c'est quand même pas rien de dire... Oui, je suis en grève de la faim avec Louis-Jean Justin, qui est aussi le président du CRAN. Eh bien, parce que, tout simplement, on pense qu'une résolution pour la dépénalisation mondiale de l'homosexualité, c'est quelque chose d'important. Quand François Hollande nous a reçus, il nous a dit qu'il allait porter cette résolution aux Nations Unies avec les États-Unis, qu'il allait essayer en tout cas de convaincre Barack Obama, puisque nous on l'a rencontré le 10 mai et le rencontré très peu de temps après. Malheureusement, aujourd'hui, on est face à un dilemme, c'est-à-dire que comme pour les homosexuels en France, on a le mariage et on a l'adoption qui va s'ouvrir, au niveau international, on s'en contrefout un petit peu. Et ça passe en seconde prérogative. Moi, j'ai eu une conseillère du président qui m'a dit, vous comprenez, on a des problèmes économiques. Ben, j'ai dit, vous comprenez, nous, on a des gens qui sont enfermés en prison et qui sont condamnés à mort au simple fait de leur homosexualité. Reçu. Emmanuel Blanc. Oui, je voulais juste lire une phrase du Premier ministre. Il interpelle le président. Dans un communiqué, j'espère comme ça pouvoir rassurer Alexandre, où il dit « La France saisira toutes les occasions pour promouvoir la dépénalisation universelle de l'homosexualité ». C'est un communiqué de Matignon, donc c'est un engagement quand même très très fort. Et je crois d'ailleurs qu'il y a eu le Conseil de l'Union européenne le 25 juin dernier qui a défini un cadre avec un plan d'action sur les droits LGBT. Voilà, donc ça, là aussi, ça avance extrêmement fort. Et moi, je suis fier que la France puisse porter ses droits et ses revendications. En fait, c'est un sujet sur lequel Gay Libre s'était fortement engagé il y a quelques années. Ramayad a été la première, avec l'accord à l'époque du président Sarkozy, le soutien, avait présenté un projet de déclaration
aux Nations Unies, qui avait reçu un succès diplomatique considérable, avec même notamment grâce à la bienveillance, à la neutralité bienveillante du Vatican, qui n'avait pas rameuté le banc et l'arrière-banc des homophobes en laissant les choses se faire. Des pays homophobes, des pays homophobes aux Nations Unies qui sont essentiellement réunis dans une organisation particulière. Aujourd'hui, le combat continue, il faut aller plus loin, la résolution, et j'espère que ce gouvernement continuera ce qu'a fait le précédent gouvernement sur ce sujet, qui a été très fort. Il le fera, c'est dit. Et je le souhaite. Alexandre, voilà, il y a quand même des déclarations importantes. Je ne sais pas si ça va vous faire arrêter votre grève de la faim, mais en tout cas, voilà, on vient d'entendre des choses qui ont été prononcées et dites. Un petit mot et j'ai des images. On vous entend pas, Alexandre, je suis désolé. Allez-y. Oui, je disais, on est 3 en grève de la faim à l'heure actuelle. Il y a moi, l'intellectuel Louis-Georges Tin, et une personne qui avait été condamnée dans son pays à la peine de mort en raison de son homosexualité. Nous, on a eu des engagements fermes du président de la République élu, qui nous a dit qu'il allait porter une résolution. Alors évidemment, depuis, on n'a pas eu accès à François Hollande, on le comprend, hein, il est très occupé, c'est normal. Mais cette résolution, c'est notre combat, pas d'aujourd'hui, depuis plus de 10 années. Si on a un président socialiste qui nous dit, une fois élu, oui, je porterai cette résolution, et qu'une fois élu, ses conseillers nous disent, oh écoutez, peut-être, hein, d'abord vous allez avoir le mariage. Nous, le mariage, c'est bien. Mais si vous me demandez à choisir entre le mariage des Français et sauver la vie d'un homosexuel qui est condamné à la peine de mort, mon choix est vite fait. Ok, Alexandre. Voilà, mais n'opposons pas l'un et l'autre, parce que je pense qu'il faut tout avancer en même temps. Et encore une fois, la parole du Premier ministre vaut en tout cas l'engagement que vous a fait le président de la République. Alain Escada, juste, vous dites quoi? Parce que là on entend à la fois le débat français, le mariage, l'adoption, et on va parler de l'adoption tout de suite, mais là on voit un débat international sur des gens qui sont condamnés à mort pour leur orientation sexuelle. Est-ce que vous le condamnez? Vous dites après tout... Ce que je dis à ce niveau-là, c'est qu'on est en train de démontrer comment on manipule le débat sur le mariage homosexuel en mélangeant différentes questions liées à la vie des homosexuels pour obtenir à travers une dramatisation et une victimisation concernant ce qui est évidemment assez affligeant de condamner à la peine de mort des homosexuels dans certains pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est un point de débat qui est lié à la question du mariage homosexuel? Non. Non, mais c'est utilisé de façon à présenter les homosexuels comme des victimes de la société et à obtenir à travers cela une sensiblerie de l'électorat français de façon à ce que cet électorat cède à cette sensiblerie pour accorder le droit au mariage homosexuel. L'opinion à travers des positions comme celle que prend... le mélange de sujets dans un seul et même débat. Une réponse chacun. Ce n'est pas un mélange. Historiquement, ça n'est pas un mélange. Il y a encore peu, les homosexuels pouvaient être condamnés dans les pays européens. Alors ce n'est pas un débat sur le mariage homosexuel, c'est un débat sur la vie des homosexuels dans le monde. Ce sont deux débats différents. C'est un débat, monsieur, sur l'égalité des droits. Disons les choses. Il me semblait, monsieur, que le débat sur lequel nous étions invités portait sur le mariage homosexuel. Sur l'égalité des droits face au mariage. Pas du tout. On parle de la même chose. Nous parlons bien de la même chose, monsieur. Nous parlons de la même chose. Égalité des droits. On ne va pas attaquer Civitas. Non, mais c'est important. Voilà. Mais j'ai de la peine à ne pas esquisser un léger sourire ironique quand vous parlez de manipulation. Parce que tout à l'heure, on est passé un peu vite sur les affichettes, dont vous êtes quand même l'auteur. Je voudrais juste... Sur les slogans, oui. Oui, vous en avez parlé tout à l'heure. On peut y arriver, ça vous choque? Il y en a au moins une, les deux me choquent, mais il y en a une qui est terrible quand même. C'est celle où vous dites aujourd'hui le mariage homosexuel, demain la polygamie. Alors ça, si c'est pas de la manipulation, qu'est-ce que c'est? Parce que là, discutons-en. C'est ce que j'essaye de faire. Donc là, on est alors vraiment dans la lignée du langage et du discours du Front National. Et rien de plus. Parce que ce que vous essayez... Bien au-delà, mais enfin, bon, on peut au moins dire ça. Parce que ce que vous essayez, c'est d'insinuer dans l'opinion publique, finalement, une sorte de confusion, enfin, en tout cas, d'ajout de l'homophobie à la xénophobie. Et ça, c'est d'une perversité que je trouve absolument admirable. Alors, ne parlez pas trop de manipulation, regardez d'abord devant votre porte. Eh bien, parlons-en de ce slogan. L'amalgame. Je vous rappelle que jusqu'à présent,
en France comme dans beaucoup de pays, il était communément admis que le mariage soit le résultat de deux conditions d'un point de vue juridique, l'union, de deux personnes, que ces deux personnes soient un homme et une femme. À partir du moment où vous acceptez de remettre en cause l'une de ces deux conditions, à savoir que le mariage soit l'union d'un homme et d'une femme, pourquoi n'accepteriez-vous pas de remettre en cause la seconde condition qui est que le mariage soit l'union de deux personnes? Suis-je là dans un débat? Suis-je là dans un débat chimérique? Non. La preuve, ailleurs, et oui, je citerai encore un autre pays, le Danemark, parce que je pense que quand on parle de toutes ces questions-là, il est important de comparer comment ça se passe ailleurs. Le Danemark, qui a légalisé le mariage homosexuel, eh bien maintenant, il y a peu, le Danemark a permis le mariage de 3 personnes. C'est le début de la polygamie. Et c'est logique. À partir du moment où vous remettez en question un des principes fondamentaux du mariage, vous devez être cohérent avec vous-même et autoriser sous les mêmes réserves à la demande d'un autre communautarisme la remise en cause de l'autre condition. Et vous le savez, c'est une question de cohérence. Absolument. Annick Le Petit, Emmanuel Blanc, une réponse, et je vous parlais d'adoption parce que c'est un autre volet important qui suscite le débat. La réponse, c'est qu'il faut... chacun les prend dans un sens différent. Vous pensez que le mariage de deux personnes du même sexe remet en cause le mariage de deux personnes de sexe différent. Un homme, une femme, absolument pas. C'est-à-dire qu'on ne plaide pas pour supprimer le mariage, parce que alors là, pour le coup, je comprendrais votre position. Vous plaidez pour changer la définition du mariage. Non, on souhaite l'élargir. C'est-à-dire que deux personnes... L'égalité des droits. Pour l'élargir, il faut changer la définition. Oui, mais on n'exclut pas, au contraire, on élargit la notion de mariage. Et on permet à deux personnes du même sexe de se marier. Je ne vois pas en quoi ça pose un problème à deux personnes. Parce que les mots ont un sens. Parce que les mots ont un sens, et que le mariage, c'est une réalité anthropologique. Les mots ont tellement un sens que nous avons déposé une proposition de loi d'abord en 2006, je parle du groupe socialiste, puis en 2008, et que nous allons donc poursuivre. Et là, en plus, ce sera un projet de loi du gouvernement. Emmanuel Blanc, c'est encore mieux. Et mes images sur la question de l'adoption, qui est un autre sujet très important. C'est assez lié, mais c'est assez extraordinaire. Monsieur, grâce à vous, je rajeunis de 20 ans. Vous me rappelez ma jeunesse étudiante, quand je me battais contre les communistes et l'extrême gauche, qui maniaient la rhétorique avec un art consommé. Et vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous mélangez tout pour décrédibiliser, entre parenthèses, entre parenthèses l'ennemi. Donc on mélange la polygamie, la zoophilie, d'autres le font, peut-être pas vous, mais j'imagine que vous n'êtes pas loin, j'en sais rien, en tout cas certains le font, la zoophilie et la polygamie avec l'homosexualité, pour décrédibiliser le tout. C'est un exemple merveilleux de rhétorique d'extrême gauche qui à l'époque de crédibiliser. Alors je me rajeunis finalement en vous voyant. C'est extraordinaire comme vous refusez la cohérence. Il y a la cohérence. Alain Escada, Emmanuel Blanc, regardez la cohérence, c'était il y a quelques mois, en février, l'association APGL des parents gays et lesbiens organisait une sorte de grande assemblée générale où l'association invitait les candidats à l'élection présidentielle. Le candidat sont venus leurs représentants. On a gardé cet échange. Le sujet avait été diffusé en février. On a d'ailleurs fait une émission sur cette question. Écoutez cet échange entre la représentante de l'UMP et la représentante du Front de gauche sur précisément la question de l'adoption et la position de l'UMP. Écoutez, regardez. Les familles monoparentales ou les familles homoparentales sont bien sûr des familles qui représentent des situations particulières. Néna, et je trouve ça très violent, vous êtes en train d'expliquer à des gays et à des lesbiennes, bah non, je suis désolée, vous allez rester, vous n'êtes pas pareil, non, on ne veut pas vous ouvrir, mais on comprend que vous avez des situations particulières, des douleurs, c'est difficile. Le mariage, la conception qu'on a du mariage, c'est une conception sociale qui repose sur un modèle biologique. Nous croyons que c'est pour ça qu'il faut être deux, c'est pour ça qu'il faut une altérité sexuelle, etc. Alors voilà, ça c'était en février. Je ne sais pas si depuis, Emmanuel Blanc, vous nous éclairez, l'UMP a évolué sa position, mais je ne crois pas, il n'y a rien eu de précis. Et Jean-François Copé, d'ailleurs, a pris des positions très claires au moment où le Premier ministre et la ministre déléguée à la famille avaient annoncé ce mariage, l'autorisation de ce mariage. Pire, Jean-François Copé refuse le débat, ce qui est quand même pour un parlementaire... curieux, refuse le débat au nom d'une complexité du sujet. Hein, c'est ce qu'il dit.
sous prétexte que le sujet est complexe. D'ailleurs, c'est en tout cas ce qu'il a annoncé. Il avait moins de pudeur quand il s'agissait de débattre sur l'identité nationale, par exemple. Donc je ne vois pas, et particulièrement quand on est parlementaire, comment on peut refuser de débattre d'emblée, d'engager le débat, je ne pense pas qu'il refusera de sous débattre. prétexte qu'il est complexe. Juste Serge Portelli. Alain Escada, je donne la parole parce que il sera bien obligé. Serge Portelli, je voulais vous interroger parce qu'en vous présentant au début de l'émission, on vous connaît magistrat, évidemment, très engagé sur les questions de délinquance des mineurs. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir décidé de vous intéresser, édition de l'atelier, désir de famille avec un S, aux familles homoparentales et aux enfants? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce désir? Il y a un débat juridique, puis il y a un débat concret. Vous les avez rencontrés, ces familles? Oui, d'abord parce que c'est une édition chrétienne, j'allais dire, les éditions de l'atelier. Simplement pour vous dire qu'il y a des gens qui sont assez ouverts, surtout d'ailleurs dans les milieux catholiques et dans les milieux chrétiens. Et ensuite parce que c'est un débat qui nous concerne tous. C'est pas simplement, et là je vous rejoins assez, c'est pas un débat qui ne concerne que les familles homosexuelles. C'est un débat qui concerne toutes les familles et qui pose effectivement la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'amour. Ça peut vous paraître curieux, mais est-ce qu'il y a une hiérarchie dans l'amour? Je suis bien d'accord avec vous. Est-ce que l'amour de deux personnes du même sexe est inférieur à l'amour de deux personnes moins bien de donné, sexe effectivement. Oui, enfin, voilà. Et puis ça pose aussi la question fondamentale, qu'est-ce que c'est qu'être parent? Alors vous nous dites, il faut effectivement, pour grandir, s'épanouir, il faut absolument un père, une mère. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est, lui? Ça serait depuis quelques siècles. Une filiation naturelle. Donc, oui, alors ne parlez pas trop de là. Simplement pour vous répondre. Alors effectivement, il fallait... Serge Portelli. L'adoption en général, donc. Allez au bout. On va y venir. Bien entendu que je ne suis pas contre... Escada, allez, attendez, Emmanuel Blanc. Je ne suis absolument pas contre l'adoption. Pour aller jusqu'au bout de ce constat et de ce combat en même temps. Effectivement, il faut aller sur le terrain, voir comment vivent ces familles, qui sont des familles qui vivent très bien, enfin qui vivent à peu près comme toutes les autres familles, voilà. Et puis en même temps, il faut aussi changer les définitions. Mais là, oui, je vous rejoins absolument. Mais le droit, c'est quoi? Le droit, c'est pas un monument figé dans le marbre auquel on ne touche plus. Qui évolue au gré. Figurez-vous que la définition, par exemple, de la filiation, puisqu'on y vient, l'adoption, mais les définitions de la filiation, y compris en Belgique, ont énormément évolué. Moi, vous me rappelez un petit peu les débats qui a eu lieu il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a un siècle, sur les enfants naturels ou les enfants adultérins. Mais à l'époque, il était les bâtards. Il n'était même pas question d'en parler. Donc, tabou absolu. Ou même l'adoption, il y a longtemps. Très peu de temps. Donc, donner des droits, mais je ne veux pas vous faire un cours d'histoire, mais imaginez-vous ce qu'ont été les débats à l'époque. Quand on a voulu donner aux enfants naturels le droit simplement d'exister juridiquement. Mais on a eu les mêmes cris d'orfraie à l'époque, exactement les mêmes. Et aujourd'hui, je termine, la majorité des enfants français sont des enfants naturels qui naissent hors mariage. Donc voilà, et on ne sait même plus, dans le droit, a disparu, vous m'entendez bien, le terme même d'enfant naturel et d'enfant Annick Le Petit, c'est Loïc, juste, je le cite, Alain Escada, je peux vous poser la question, juste Loïc, vous allez répondre à tout le monde parce que tout le monde va nous faire partager son opinion sur cette question. Quant à l'adoption, nous dit l'internaute, plusieurs dizaines de milliers d'enfants sont déjà élevés dans des familles homoparentales. Il est de l'intérêt de ces enfants de consacrer juridiquement cette situation, donc d'avancer sur le fait que bien, cet enfant ait 2 parents, et aujourd'hui ce n'est pas le cas. Annick Le Petit, sur cette question de l'adoption, qu'est-ce que vous dites très concrètement? C'est la logique, c'est le continuum du mariage. Finalement, derrière le mariage, il y a la question de l'adoption. Oui, non, mais dans le mariage, le code civil et les articles qui portent sur le mariage ont d'ailleurs, eux aussi, récemment évolué. Aujourd'hui, la place de l'enfant est encore plus importante, et notamment de son éducation pour son bien-être est très forte. Et il y a des gouvernements récents qui ont fait évoluer ce code civil. Donc je ne vois pas pourquoi nous ne le ferions pas évoluer, et ça n'exclut pas
encore une fois, ni les uns ni les autres. Et le bien-être, il y a un vrai débat sur le bien-être. Ce qui me dérange dans la discussion qu'on a, c'est que c'est toujours, faut toujours s'opposer. C'est-à-dire que dès qu'on veut bouger quelque chose, c'est toujours contre ce qui existe déjà. Alors que c'est pas du tout ce qu'on propose. C'est au contraire pour élargir. Deuxièmement, sur l'adoption, vous avez... Pour vous, il n'y a rien qui mérite stabilité. Pour vous, tout... Il n'y a pas de stabilité dans les familles mais la réalité... Il y a une pérennité du mariage qu'il faut préserver. On ne remet pas sans cesse en cause tout. Vous faites partie de ces gens qui disent renversons la table. Pas du tout. Au contraire. Alors là, pour le coup, je crois au contraire être très sereine. Je ne renverse pas la table parce qu'au contraire, je suis moi pour ces débats. Ça fait très longtemps qu'ils ont lieu, enfin très longtemps. Pour certains, pas assez. Voilà. Comme on a grandi les familles, parce qu'aujourd'hui, vous avez d'ailleurs plus de monde, si je puis dire, dans les familles reconstituées. C'est souvent le nom qu'on leur donne, avec les beaux-parents, le tiers. Je souhaite aussi qu'à travers cette législation, on puisse évoluer sur la personne tiers qui a participé à l'éducation de l'enfant, mais qui aujourd'hui n'est pas reconnue sur le plan juridique, ni par les crèches, ni par les écoles. Alors, vous inquiétez pas, les psychologues se portent très bien parce qu'ils ont beaucoup sur leur divan des enfants issus d'un père et d'une mère et élevés par un père et une mère. Emmanuel Blanc, ne mettez pas les psychologues dans cette affaire. Monsieur, je n'accepte pas. Le bien-être des enfants. Je n'accepte pas ce genre de remarques. Parce que la famille que je forme, la famille que nous formons, mes amis, moi, avec... Vous avez des enfants, Emmanuel Blanc? Moi, biologique, non, je n'ai pas d'enfants, mais beaucoup de personnes de l'association élèvent des enfants. Je connais des parents admirables. Et ça vous je choque n'autorise personne de dire que ces parents admirables, qui élèvent leurs enfants dans des conditions difficiles, sans la protection de la loi, qui donnent tout leur amour, je n'autorise pas des gens comme vous, monsieur, à les traiter de fous et de dire qu'ils sont des chers à psychologues, des chers à psychiatres. Je dis simplement, monsieur, que vous ne tenez pas en compte l'intérêt de l'enfant. Un enfant, c'est pas un caprice. Un enfant, ce n'est pas un caprice. C'est vrai pour les mais qui dit ça, monsieur? Qui dit cela? Un enfant n'est pas un caprice. Vous devez avant tout vous poser la question, qu'est-ce qui est nécessaire au bien de l'enfant? Et quel que soit l'amour que vous pouvez porter à un enfant, la question est avant tout celle-là. Est-ce que la situation homoparentale favorise le bien de l'enfant ou est-ce qu'au contraire, elle crée des situations de plus en plus difficiles? Eh bien, monsieur, c'est à moi d'en juger. Je n'autorise pas des gens comme vous. C'est aux parents d'en juger. Et c'est à chaque parent de juger de l'éducation de ses enfants. Vous venez de dire, monsieur, que vous n'avez pas de parentalité naturelle. Permettez-moi. D'autres en ont, nous parlons pour les gens en général. L'expérience, les gens que vous avez rencontrés, qu'est-ce qu'ils vous racontent en quelques mots de leur vécu, les enfants notamment qui sont aujourd'hui adolescents, voire adultes d'ailleurs? Oui, avec Clélia Richard, on a rencontré de nombreuses familles et de nombreux enfants. Vous savez, c'est des enfants de 7, 8 ans, 15 ans, voilà, et qui ouvrent des yeux grands comme ça, le jour où ils apprennent qu'effectivement, leur maman, leurs deux mamans ou leurs deux papas peuvent pas se marier, ou on leur jette à la figure de temps en temps, tes parents, ils sont homo, des choses comme ça. Alors qu'en fait, ce sont des gens, on a été les voir, on a vécu avec eux, on a mangé ensemble, enfin, c'est des gens qu'on connaît déjà par ailleurs, qui vivent comme vous et moi. Alors, ils sont ni mieux, ni moins bien. Simplement, ils sont absolument comme tout le monde. Et pour revenir simplement à ces cris d'orfraie que vous poussez en disant ils vont aller chez le psychologue. D'abord, moi je trouve que c'est très bien. Ils seraient pas normaux, quoi. Ils seraient pas bien. Non, mais je veux dire, pourquoi est-ce que le psychologue, ça serait franchement une espèce bizarre chez qui il faudrait jamais aller? Je pense que beaucoup de gens devraient y aller, ce serait parfois très très utile. Mais favorisons la mise en place d'une visite obligatoire chez le psychologue. Non, c'est pas ça. Mais il y a la publicité au psychologue. Il y a de très très nombreuses études qui sont faites depuis des dizaines d'années, et notamment aux États-Unis. Pourquoi? Parce que là-bas, on se pose la question depuis un peu plus longtemps, et que l'homoparentalité... On a essayé de suivre la vie de ces enfants. Oui, mais vous avez des études très nombreuses, et avec des cohortes d'enfants qui ont été étudiées, et on s'aperçoit en deux mots... des études dans l'autre sens, je vous le rappelle. Non, la majorité des études... Il y a des études dans l'autre sens? Oui, bien sûr. Il vient d'y avoir, il y a quelques semaines, la publication d'une étude publiée par l'Université du Texas, réalisée par le professeur Regnierus de l'Université du Texas, pour montrer, sur base d'une étude de 3000 cas, à quel point l'homoparentalité a engendré
plus d'anorexie, plus de boulimie, plus de dépression, plus de suicide, plus d'abus sexuels que dans la moyenne. C'est une étude sur 1000. Voilà. C'est une étude sur 3000 cas. Sur 1000 études globales. Ah oui, monsieur. Oui. J'oubliais la multitude d'études commanditées par le lobby homosexuel. Oui, j'oubliais évidemment. On parlait de lobby. Encore une fois, on manipule l'opinion sur cette question. Bien entendu. C'est très facile de dire il y a 1000 études d'un côté et 10 études de l'autre. Mais s'il suffisait de quantifier le nombre d'études, j'en conclus donc qu'il suffirait pour l'organisation en faveur de la défense des familles de publier 1000 études à leur tour et donc nous en serions à 1000 contre 1000. Donc ce débat est ridicule, c'est le cas. Il y a des études dans les deux sens. Donc on ne va pas se balancer les études. Voilà, donc vous nous balancez votre étude à la tête. Quel intérêt, monsieur? Mais je vais vous le dire, l'intérêt. C'est que quand il y a une telle opposition de résultats entre les deux types d'études, la moindre des conséquences, ce serait d'adopter le principe de précaution. Alexandre, un petit mot. Parce que ça veut dire que tant qu'il y a de nombreuses études universitaires qui démontrent la nocivité de l'homosexualité, c'est faux. Mais vous pouvez nier, ça n'empêche ces études existent. Alexandre, un mot. Vous pouvez nier la réalité. Ces études existent, elles sont universitaires. C'est formidable. Alain Escada, non, attendez, stop. Très concret, madame, une étude universitaire, c'est très concret. Et sur des cas précis. Je vous arrête une seconde, parce que notre internaute, à l'oreille qui brûle, parce qu'on parle très fort sur ce plateau, mais c'est passionnant. Alexandre, une intervention courte, et j'aimerais qu'on termine ce débat en douceur, dans la réflexion. Intervention courte par rapport au monsieur de Civitas. Moi je dis, pour un chrétien, moi je suis chrétien, j'y aime ton prochain comme toi-même, on a vraiment du mal à comprendre qu'il n'aime pas à ce point-là les homosexuels. Mais bon, entre guillemets, l'étude qu'il fait référence, elle est au Texas. Si on l'aurait fait à New York, ça aurait donné un autre élément, on le sait très bien, et donc ce qu'il est en train de dire, ça veut dire n'importe quoi. Non, très court, Alexandre. Très court. Ce qui est important pour un enfant, c'est qu'il y ait deux êtres qui l'aiment, que ce soit deux êtres qui s'aiment, que ce soit des femmes, des hommes ou un homme et une femme. Ce qui est essentiel, c'est l'amour. Arrêtez de parler de notre sexualité, parlez de notre amour. Merci, Annick Le Petit, sur ce point, parce que c'est le débat récurrent quand on fait cette émission sur l'adoption, il y a toujours ce débat de l'enfant et mal dans sa peau, il n'est pas bien. Sur l'adoption, quelles que soient les personnes qui adoptent, l'adoption, ça demande un projet parental, parce que vous n'adoptez pas comme ça du jour au lendemain. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on conçoit un enfant et quelquefois un enfant pas désiré. Par conséquent, je pense que vous faites une erreur grave, c'est de confondre et de penser qu'un enfant qui naît dans une famille, un couple homosexuel, serait plus malheureux ou aurait plus de problèmes qu'un autre, alors que ça veut dire que d'emblée, vous jugez que les parents ne sont pas aptes à lui donner toutes les clés de l'éducation. Je juge d'emblée que, comme monsieur l'a dit, il est tellement souhaitable qu'ils aillent chez le psychologue, n'est-ce pas ? Je sais très bien qu'elle est là, la clé. Alors qu'il y a forcément un projet parental. Et que par conséquent, moi je trouve que dans une famille, quelle qu'elle soit, dès lors qu'il y a un projet parental, dès lors qu'il y a un désir d'enfant, et que les parents se sont posés des questions sur comment ils allaient élever cet enfant, etc., comment ils allaient l'accueillir, eh bien je trouve ça très rassurant. Ça sera le mot de la fin, une 10 secondes, vous êtes d'accord ? Il faut un projet parental. De ce débat, on voit le vrai visage, de nos ennemis, des ennemis de l'égalité des droits. Donc finalement, monsieur est un très bon représentant de ce que nous combattons. Alors Serge Portelli, je voulais préciser et signaler ce livre, il est sorti, Alain Escada, Désir de famille avec un S, Désir avec un S, les projets parentaux, homosexualité et parentalité, les vraies questions et les faux débats, ma conclusion, ça sera ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que toutes les familles aient le droit de vivre et soient reconnues par le droit et par la loi. Le progrès, c'est ça, c'est pas qu'il y ait une famille, celle que vous défendez, ou la famille homosexuelle, mais que toutes puissent vivre et que l'État
le reconnaissent. Ça, c'est un vrai... Un mariage pour tous et une égalité des droits. Alain Escada, merci, j'ai présenté, on n'a pas pu les voir, vos petits autocollants. Tout de même quelques mots pour dire que nous ne manquerons pas, dès la rentrée de septembre, de mener, comme il se doit, une campagne vers les Français destinée à libérer la parole des Français et à leur permettre de s'exprimer sans craindre l'accusation d'homophobie sur le sujet. La parole était libre sur ce plateau. Merci, merci. Le vote n'est rien par rapport à cette question. Merci. Le vote n'est rien. Merci. Je suis contente de vous l'entendre dire pour une élue de la République. Merci. Alors le débat va se poursuivre évidemment hors antenne, débat passionnant. Merci d'être venu sur ce plateau nous éclairer. On suivra de près ce dossier, c'est 2013 en tout cas pour le mariage et l'adoption. On en parlera sur ce plateau, le plateau de Ça vous regarde. Merci de nous avoir suivis. Merci Yannick Le Petit, merci Emmanuel Blanc, merci Serge Portelli et ce livre, et merci à Civitas. Merci à Alexandre qui était avec nous connecté devant sa webcam. Puis merci à tous les internautes et aux 1000 votants, parce que vous étiez plus de 1000 ce soir à voter sur le jdd.fr. Je vous retrouve lundi pour de nouvelles aventures, évidemment. Restez fidèles à nos programmes. Bonne soirée.